Yoshitsune Minamoto est né en 1159 et était le 9e fils de Minamoto no Yoshitomo, le chef du clan Minamoto. Le clan Minamoto avait du sang royal dans ses veines. Minamoto était l'un des noms de famille accordés par les empereurs du Japon aux membres de la famille impériale qui étaient exclus de la ligne de succession et rétrogradés dans les rangs de la noblesse. Il est né juste avant la rébellion de Heiji en 1160 où son père et ses 2 frères aînés ont été tués. Ainsi, Yoshitsune a grandi sans père. Yoshitsune a survécu à la guerre civile en fuyant vers la capitale avec sa mère, Tokiwa Gozen, une femme noble. Son demi-frère Yoritomo serait exilé dans la province d'Izu. Cependant, la mère de Yoshitsune fut capturée par Taira no Kiyomori, le même homme qui avait fait tuer son mari et ses 2 fils aînés. Il était désormais à la tête du clan de guerriers le plus puissant de Kyoto. Il ferait cependant preuve de clémence envers son fils Yoshitsune et Yoritomo, mais il n'oublierait jamais ce qui était arrivé à leur famille. À l'âge de 10 ans, Yoshitsune fut confié aux soins des moines du temple Kurana dans les montagnes Hei. C'est là que naîtra l'un des plus légendaires guerriers samouraïs. Pendant son séjour là-bas, il a appris l'art du sabre et la stratégie auprès de Kichiogen, ce qui signifie littéralement prêtre, le premier démon. On lui attribue la fondation de 8 styles de combat qui sont considérés comme l'inspiration de tout l'art du sabre au Japon. Yoshitsune s'entraîna là-bas pendant des années et devint bientôt un maître du sabre à travers de nombreuses épreuves et tribulations. Mais pendant que Yoshitsune était au temple, il savait toujours que son destin n'était pas celui d'un moine, et il préparait son plan pour s'échapper. Yoshitsune s'était lié d'amitié avec un marchand d'or au temple qui disait bien connaître son défunt père. Son plan était de s'échapper avec le marchand d'or, mais avant de partir, il vola à son maître, le premier démon, un livre appelé « Les 6 enseignements secrets », qui était censé être l'héritage familial du démon. Ce livre lui donnerait en plus les secrets de la stratégie militaire, car il avait été écrit par Jiang Ziya, un général chinois de l'Antiquité. Comment il est arrivé au temple Kurama au Japon, plus de 1000 ans plus tard, reste inconnu. Une fois que Yoshitsune s'était échappé du temple, il erra pendant un certain temps dans les montagnes et les forêts. Cependant, il se retrouva bientôt à Kyoto, jouant de la flûte que sa mère lui avait donnée avant qu'elle ne soit emmenée. L'autre guerrier légendaire de cette histoire s'appelle Saito Musashibo Benkei, qui serait né en 1155. Ses origines sont totalement inconnues. Certaines histoires disent qu'il était le fils d'un dieu de temple. Quoi qu'il en soit, on ne sait rien de sa filiation. Benkei a choisi d'entrer dans les ordres à un très jeune âge. Benkei a toujours été grand, même enfant. Même enfant, les gens voyaient en lui les attributs d'un démon. On le décrivait comme un enfant monstrueux avec des cheveux sauvages, de longues dents et une stature énorme pour un garçon de son âge. Les gens l'appelaient même Oniwaka, ce qui signifie enfant démon ou enfant ogre. En grandissant, Benkei a dû avoir une vie difficile, mais cela était uniquement dû à ses dons naturels, comme sa taille immense. Il s'entraînait avec une variété d'armes dans les monastères, en particulier avec la naginata, qui est la lance en demi-lune. À l'âge de 17 ans, Benkei mesurait 2 mètres. Il était un véritable monstre comparé aux autres hommes du Japon à cette époque. Maintenant formé à l'art du combat et étant l'homme le plus grand et le plus fort que la plupart des gens aient jamais vu. Il a quitté la vie qu'il menait au monastère et est devenu un Yamabushi, ce qui peut se traduire par un ermite de montagne, vivant une vie simple, entouré par la nature. Cependant, un jour, Benkei s'est rendu compte qu'il éprouvait de la haine envers les guerriers samouraïs, car il les considérait comme arrogants et indignes de leur titre. Il se lança alors dans une quête personnelle pour prendre 1000 sabres aux samouraïs qu'il vaincrait au combat. Ainsi, Benkei se rendit à Kyoto et errait dans les rues chaque nuit à la recherche de samouraïs à combattre, les battait et s'emparait de leurs armes précieuses. Benkei prit 999 sabres à différents bretteurs et, une nuit,
il se promena autour du sanctuaire Goitenjin à la recherche d'un dernier guerrier à vaincre. Il trouva un jeune homme jouant de la flûte au sanctuaire avec un sabre doré à la taille. Ce jeune homme s'avéra être Yoshitsune. Benkei le défia en duel et tous deux se dirigèrent alors vers le pont Gojo. Yoshitsune et Benkei se fixèrent du regard avant de commencer à se tourner autour. C'était un géant d'homme affrontant un guerrier bien plus petit. Mais Yoshitsune avait été formé par le prêtre, surnommé le premier démon, et était devenu un maître de la stratégie grâce au livre des 6 enseignements secrets qu'il possédait. Yoshitsune a réussi à surpasser Benkei lors de leur combat et à le vaincre, le laissant à sa merci, mais lui a épargné la vie. Benkei venait de subir sa première défaite face à un samouraï. Benkei était furieux. Comment pouvait-il perdre après avoir vaincu tant de samouraïs? Il allait traquer Yoshitsune et, un jour, il chercherait à se venger en l'attendant au temple bouddhiste de Kiyomizu où il défierait à nouveau Yoshitsune. Les deux se sont à nouveau affrontés, mais Benkei allait perdre. Après le deuxième duel, Benkei resta calme et devint très intéressé par Yoshitsune. Les deux guerriers se racontèrent leurs histoires de vie et comment ils en étaient venus à consacrer leur vie au sabre. Après cela, Benkei devint le vassal et le meilleur ami de Yoshitsune. Ainsi, il advint qu'un homme de noble naissance et un homme issu de rien devinrent amis et alliés grâce à leur amour du combat. En 1180, Yoshitsune apprit que son demi-frère, Yoritomo, était désormais le chef du clan Minamoto et avait levé une armée à la demande du prince Mochihito afin de vaincre le clan Taira, qui avait usurpé le pouvoir de l'empereur. Yoshitsune devait prendre une décision, rejoindre son frère pour venger son père et ses frères tombés au combat, ou rester à l'écart de la guerre à venir. Il avait besoin de vengeance autant que d'eau, et il rejoignit son frère Yoritomo ainsi que son autre frère Noriyori. Cela devait être très étrange, car aucun de ses frères ne s'était jamais rencontré auparavant. Pourtant, la vengeance et la gloire de leur nom de famille allaient les réunir. Ils allaient prendre part à une guerre sanglante et dévastatrice qui allait changer le Japon à jamais. On appelait cela la guerre de Genpei. Taira no Kiyomori, l'homme qui avait tué le père et les frères de Yoshitsune et qui avait pris sa mère pour en faire une concubine, attraperait une fièvre au début de la guerre et mourrait, laissant son fils, Munemori, diriger le clan Taira. Les trahisons et l'ambition allaient entraver les plans du clan Minamoto, car Minamoto no Yoshinaka tenta de prendre le pouvoir à ses cousins Yoshitsune et Yoritomo, le chef du clan. Son objectif était de prendre le commandement de tout le clan. Pour prouver qu'il était sérieux, il a incendié le palais royal Ojuji, puis a enlevé l'empereur Go Shirakawa. Cependant, Yoshitsune rattrapa rapidement son cousin et, le jour de l'an 1184, le général désormais promu mena plusieurs cavaliers à travers la rivière Uji et vainquit les forces de son cousin. Yoshinaka se retira alors. Benkei et Yoshitsune tuèrent tous les hommes qu'ils croisaient et Benkei rejoignit pleinement la cause de Yoshitsune. Ensemble, ils allèrent combattre dans de nombreuses batailles à venir, venger la mort de la famille de Yoshitsune et mettre fin à la tyrannie du clan Taira. Cependant, Yoshitsune devait encore s'occuper de son cousin traître et avide de pouvoir avant d'affronter Kiyomori du clan Taira. Le cousin de Yoshitsune, Yoshinaka, livrerait son dernier combat lors de la bataille d'Owazu. Après avoir fui les armées de son cousin, Yoshinaka fut rejoint par son frère adoptif, Imei Kanehira, un commandant militaire et célèbre guerrier. Pendant la bataille d'Owazu, Yoshinaka et Kanehira combattirent tous deux vaillamment, repoussant les forces ennemies composées de milliers d'hommes pendant un certain temps. Néanmoins, Yoshinaka fut tué d'une flèche, et son frère adoptif, Kanehira, sachant que sa cause était perdue, se suicida en sautant de son cheval et en s'enfonçant l'épée dans la bouche. Ainsi, Benkei, Yoshitsune et ses frères pouvaient enfin s'occuper de la puissance grandissante du clan Taira, mais de nombreuses batailles les attendaient encore.
Le 20 mars 1184, la bataille d'Ishinotani eut lieu. L'emplacement de la bataille était à Suma. Yoshitsune divisa ses forces en 2 divisions, tandis que la troupe de son frère Noriori attaquait les Taira au sanctuaire Ikuta. Dans les bois, Yoshitsune attaqua Ishinotani depuis la crête montagneuse au nord. Puis, à l'heure choisie, d'autres forces Minamoto attaquèrent, provoquant la confusion parmi les ennemis du clan Taira. Yoshitsune et Benkei combattaient ensemble et tuaient ensemble. On dit qu'ils combattaient dos à dos et côte à côte, abattant tout guerrier Taira qui se dressait sur leur chemin. Pas une âme ne pouvait passer devant les guerriers les plus puissants des forces Minamoto. À la fin de la bataille, les forces Taira prirent la fuite, et même en infériorité numérique, Yoshitsune et Benkei furent victorieux, laissant 1 millier d'ennemis morts sur le champ de bataille. Mais le clan Taira n'était pas encore vaincu. Le 22 mars 1185, la bataille de Yashima eut lieu. Le clan Taira s'était retiré dans sa forteresse à Yashima avec l'empereur et les 3 trésors sacrés qu'ils avaient pris plus tôt pendant la guerre. Yoshitsune a tenté de traverser la mer avec plusieurs navires, mais une tempête les a endommagés. Alors Yoshitsune décida de partir seulement avec 5 des 200 navires, transportant 150 hommes. Il arriva ensuite au palais en pleine nuit. Le clan Taira s'attendait à une attaque navale. Alors Yoshitsune alluma des feux de joie derrière le palais sur l'île de Shikoku afin de tromper l'ennemi. Le plan a fonctionné et le clan Taira a cru qu'une immense armée approchait par la terre. Ils ont abandonné la forteresse avec l'empereur. Les 6 enseignements secrets que Yoshitsune avait volés au prêtre, le premier démon, lui, servaient bien. Yoshitsune savait que la victoire était à sa portée et, le 25 avril 1185, il allait de nouveau partir au combat. La bataille de Dan-no-ura fut une bataille navale qui eut lieu près de Honshu. Le début de la bataille consistait en des échanges de tirs à l'arc à longue portée et des volées de flèches tirées sur les navires ennemis. Cependant, lorsque la marée a changé, les forces Taira ont tenté d'encercler les navires Minamoto. Cela a conduit les guerriers Taira et les guerriers Minamoto à monter à bord des navires adverses, et la véritable bataille allait commencer. Cependant, les Taira avaient un traître parmi eux. Le général Taguchi Shigeyoshi fit défection et attaqua son propre clan par l'arrière. Il indiqua également aux forces Minamoto sur quel navire il cachait le jeune empereur fantoche de 6 ans. Ce fut un véritable massacre. Les forces Taira commencèrent à perdre courage lorsque les forces Minamoto concentrèrent leur attention sur le bateau de l'empereur et tuèrent tous ceux qui se trouvaient à bord. Même le jeune empereur ne fut pas épargné, tant la fureur sanguinaire des Minamoto ne pouvait être apaisée. Le clan Taira vit que leur cause était perdue et ils commencèrent à se suicider en masse. Le chef du clan Taira fut tué et tous les commandants ainsi que les membres de haut rang de la famille moururent soit au combat, soit en se suicidant. Yoshitsune, Benkei et les guerriers Minamoto venaient tout juste de provoquer la destruction du clan Taira. La famille la plus puissante du Japon n'existait plus, et la quête de vengeance ainsi que celle d'un Japon juste était accomplie. Après la guerre de Genpei, le demi-frère de Yoshitsune, Yoritomo, devint le premier shogun, un titre de dictateur militaire, et il allait établir son gouvernement militaire à Kamakura. Yoshitsune et son ami Benkei étaient des héros de guerre, et Yoshitsune fut nommé gouverneur d'Io. Cependant, après toutes les batailles que Yoshitsune avait remportées pour son clan, son frère Yoritomo annula ses décisions. Que ce soit par jalousie ou par méfiance envers Yoshitsune, qui était un meilleur guerrier et pouvait mieux diriger, les 2 frères devinrent amers. Yoshitsune, se sentant digne de ses titres et trahi par son frère, s'allia avec son oncle Yuki pour s'opposer à Yoritomo et à ses décisions. Son frère Yoritomo, le shogun, mit la tête de Yoshitsune à prix, et Yoshitsune s'enfuit de Kyoto en 1185 avec sa fidèle maîtresse Shizuka Gozen qui portait son enfant à naître. Son fidèle ami Benkei lui resta loyal et ne l'abandonna pas,
même si cela signifiait devenir un hors-la-loi. Yoshitsune et Benkei se rendirent à Hiraozumi et cherchèrent la protection de Fujiwara no Edira, qui était le dirigeant de la province de Muzo dans le nord du Japon. Là-bas, ils vécurent paisiblement pendant 4 ans jusqu'à la mort de Hedira. Son fils Yasuhira promit d'honorer les volontés de son père en protégeant les deux guerriers, mais craignant la colère du shogun, il les trahit et fit encercler son propre château par des troupes. Yoshitsune et Benkei s'étaient préparés pour ce jour. Sachant que cela pourrait être leur fin, Benkei monta la garde sur le pont devant la porte principale pour protéger Yoshitsune pendant qu'il se retirait dans le donjon intérieur. Les soldats connaissaient Benkei et avaient peur de l'affronter. Certains, cependant, se lançaient à l'attaque contre lui et tous trouvaient une mort rapide. On dit qu'il a tué plus de 300 soldats qui l'ont affronté en combat singulier. Sachant qu'affronter le monstrueux Benkei signifierait une mort certaine, les soldats décidèrent de tirer des volées de flèches sur lui. Après que des centaines de flèches eurent été tirées, Benkei, criblé de flèches, resta là, gardant la porte principale. Quelques soldats osèrent traverser le pont pour regarder de plus près Benkei, qui tenait encore debout d'une manière ou d'une autre. Mais alors qu'ils s'approchèrent de lui, le géant s'effondra au sol, étant mort debout. Ceci est désormais connu sous le nom de la mort debout de Benkei et constitue l'une des dernières résistances les plus légendaires de l'histoire. Yoshitsune, plutôt que de se rendre, tua sa propre femme et ses enfants pour leur éviter le déshonneur d'être capturé. Il retourna ensuite la lame contre lui-même et fit seppuku, une forme rituelle de suicide samouraï. Beaucoup pensaient que Yoshitsune était resté loyal envers son frère, le shogun, jusqu'à la fin, et qu'il n'était qu'une victime de la nature soupçonneuse et des ambitions démesurées de ce dernier, ce qui l'a poussé à éliminer toute menace possible à son autorité, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Avant de se donner la mort, Yoshitsune a écrit cette lettre au principal ministre de son frère. « Je suis devenu l'objet des calomnies les plus accablantes, à cause desquelles mes grands exploits ont été ignorés. Moi, Yoshitsune, bien que totalement innocent, j'ai été accusé à tort. Bien que digne d'honneur et innocent de toute faute, je suis tombé en disgrâce auprès de mon seigneur. Mon armure et mon casque me servaient d'oreiller. Mon arc et mes flèches étaient de mon métier. En réalisant que ce n'est qu'avec l'aide des Bouddhas et des dieux que je pouvais espérer que ma requête aboutisse, j'ai inscrit des serments sur des talismans dans divers temples et sanctuaires, jurant par les dieux des grands et petits sanctuaires du Japon et par les esprits du monde souterrain, que jamais, pas même un instant, je n'ai nourri la moindre ambition malveillante et que je renouvelle ici tous ces serments de loyauté. Je ne reçois aucun pardon. » Après que Yoshitsune ait été retrouvé mort, sa tête a été conservée dans du saké et envoyée à Yoritomo comme preuve de sa mort. Cependant, Yoshitsune est précédé de rumeurs et de légendes. La légende raconte qu'alors que Benkei se battait pour le protéger, il aurait échappé au siège et navigué jusqu'au continent asiatique, réapparaissant sous le nom de Gengis Khan. Une autre rumeur dit qu'après avoir échappé à la mort, il s'est enfui à Hokkaido et a changé de nom. Cependant, il est probable qu'il se soit effectivement donné la mort. Benkei et Yoshitsune se battraient et mourraient ensemble. En tant que hors-la-loi, ils ont trouvé la mort à leur manière. Takeda Shingen était un samouraï japonais et le puissant daimyo de la province de Kai pendant la tumultueuse période Sengoku. Connu pour son génie militaire, il a gagné le redoutable titre de Tigre de Kai, un nom qui reflétait à la fois sa férocité sur le champ de bataille et le respect qu'il inspirait aussi bien à ses alliés qu'à ses ennemis. L'époque Sengoku fut l'un des chapitres les plus turbulents de l'histoire japonaise, une période où le pays était déchiré par des guerres civiles quasi constantes pendant près de 2 siècles. En cette période de conflit, la nation a vu naître de nombreux guerriers légendaires et des commandants hors pair, des hommes dont les noms résonneraient à travers les siècles. Parmi eux, rares sont ceux qui se sont élevés aussi haut que Takeda Shingen. Au cours de sa vie, il a pris part à pas moins de 25 batailles, faisant preuve d'un leadership exceptionnel,
d'une brillante stratégie et d'une détermination sans faille. Ses campagnes et ses innovations militaires lui ont valu la réputation d'être l'un des plus grands généraux que le Japon ait jamais connu. Shingen est peut-être surtout connu pour sa rivalité de toute une vie avec Uesugi Kenshin, le redoutable seigneur de guerre, souvent appelé le dieu de la guerre, pour sa propre maîtrise légendaire de la stratégie. Leurs affrontements sont devenus parmi les confrontations les plus légendaires de l'époque, symbolisant l'esprit farouche de la période Sengoku elle-même. Pourtant, voici l'histoire de Takeda Shingen, le tigre de Kai, un guerrier, un chef et un stratège, qui demeure l'une des plus grandes figures de l'époque des guerres au Japon. Shingen était le fils aîné de Takeda Nobutora, le chef redoutable du clan Takeda et daimyo de la province de Kai. Dès son plus jeune âge, il montra des talents remarquables. Dans sa jeunesse, il était connu non seulement pour ses compétences martiales, mais aussi pour son raffinement, se révélant être un poète accompli, une qualité admirable parmi l'élite des samouraïs. En grandissant, il commença à aider son père à gérer les affaires du clan, travaillant aux côtés de ses aînés de la famille et de vassaux fidèles. Même à l'adolescence, il était déjà devenu une figure estimée et compétente au sein de la maison Takeda. Le clan Takeda lui-même faisait remonter sa lignée noble à l'illustre clan Minamoto, la même puissante famille qui donna naissance au premier shogun du Japon, et figurait parmi les 4 grands clans qui dominaient la vie politique pendant la période Heian. Une telle ascendance apportait à la fois prestige et attente, et Shingen allait bientôt prouver qu'il était digne de cet héritage. En l'an 1536, à seulement 15 ans, il entra pour la première fois sur le champ de bataille. Lors de la bataille d'Unokushi, le jeune guerrier joua un rôle décisif en aidant son père à remporter la victoire, faisant preuve d'un courage et d'une sens tactique bien au-delà de son âge. Pourtant, l'harmonie entre le père et le fils ne durerait pas. Peu de temps après sa cérémonie de passage à l'âge adulte, Shingen prit la décision audacieuse et dangereuse de se rebeller contre son propre père. En l'an 1540, il réussit, prenant le contrôle du clan Takeda et forçant Nobutora à prendre sa retraite. Les circonstances précises entourant ce changement dramatique de pouvoir restent floues, mais de nombreux historiens pensent que Nobutora avait l'intention de écarter Shingen et de nommer son deuxième fils, Takeda Nobushige, comme héritier. Quelle que soit la véritable raison, le résultat fut décisif. Nobutora fut contraint à une retraite amère et forcée, tandis que le jeune Shingen prit la tête du clan. Qu'un adolescent ait pu évincer son propre père avec autant d'habileté et s'emparer du pouvoir, cela en dit long sur son intelligence extraordinaire, sa ruse politique et sa détermination impitoyable, des qualités qui allaient définir le seigneur de guerre légendaire qu'il était destiné à devenir. Dans certaines régions du Japon pendant la période Sengoku, un seul daimyo possédait assez de puissance pour dominer toute une province. C'était le cas dans la province de Kai, au nord-ouest de l'actuel Tokyo, où le puissant clan Takeda exerçait une autorité incontestée. Mais au-delà des frontières nord de Kai, s'étendait une vaste et rude province, le Shinano, une terre montagneuse divisée entre de nombreux petits seigneurs de guerre dont le pouvoir était relativement faible. Cette fragmentation de l'autorité, combinée à la position stratégique du Shinano au cœur de Honshu, en faisait une proie alléchante pour les voisins ambitieux. Parmi les dirigeants locaux se trouvait Sura Yorishige, un daimyo du sud-ouest du Shinano qui s'était retrouvé mêlé à un conflit avec un sanctuaire près du lac Tsuwa. Ce conflit offrit à Takeda Shingen le prétexte idéal pour intervenir. En l'an 1542, Shingen pénétra dans le Shinano avec son armée et déclara la guerre à Yorishige. Pourtant, l'invasion eut une conséquence inattendue. Les seigneurs environnants du Shinano, alarmés par la montée en puissance des Takeda, s'unirent pour s'y opposer. Une coalition se forma rapidement pour arrêter l'avancée de Shingen. Les deux forces se sont finalement affrontées lors de la bataille de Seizawa. Les chances semblaient écrasantes. Shingen ne commandait que 3000 hommes, tandis que la coalition alliée alignait une armée de près de 12 000 soldats. Malgré l'écart stupéfiant, le jeune commandant refusa de battre en retraite. Au lieu de cela, il choisit de miser sur une stratégie audacieuse et non conventionnelle. Sous le couvert de l'obscurité et d'une pluie battante,
Shingen lança une attaque surprise de nuit. Ses troupes frappèrent avec une férocité soudaine et les forces de la coalition, prises au dépourvu dans la brume et la confusion, sombrèrent dans le chaos. Ce qui suivit fut une victoire éclatante. L'armée alliée fut mise en déroute, subissant environ 3000 pertes, tandis que les pertes de Shingen s'élevaient à environ 500 hommes. À l'époque, le brillant commandant n'avait guère que 21 ans. La défaite écrasante de Seizawa brisa l'alliance fragile des seigneurs de Shinano. Avec leur unité brisée, la résistance s'effondra rapidement. Saisissant l'occasion, Shingen exploita son avantage tout au long de l'année, envahissant le territoire ennemi, capturant de nombreux châteaux et assiégeant avec succès des places fortes qui semblaient autrefois hors de sa portée. Par une stratégie audacieuse et un élan implacable, le jeune tigre de Kai commença à forger la réputation qui ferait de lui l'un des plus grands généraux de son époque. Les guerres entre Takeda Shingen et Wasugi Kenshin sont nées d'un mélange d'ambition territoriale, de géographie stratégique et des alliances changeantes de la période Sengoku. Leur rivalité devint l'une des plus légendaires de l'histoire japonaise et donna lieu à une série d'affrontements féroces connus collectivement sous le nom de bataille de Kawanakajima. Ces affrontements étaient souvent prudents et calculés. Plutôt que d'engager toutes leurs forces dans un affrontement décisif, les deux daimyo optaient généralement pour des manœuvres contrôlées et des batailles limitées, chacun cherchant à obtenir un avantage stratégique sur l'autre. Pourtant, parmi ces luttes, une bataille se distingue des autres. Livrée en 1561, elle est considérée par de nombreux historiens comme l'un des affrontements les plus fascinants sur le plan tactique de cette époque. Des rumeurs atteignirent Kenshin sur les mouvements de l'armée de Shingen. En 1561, Kenshin marcha avec 13 000 guerriers et avança vers Kawanakajima, déterminé à détruire son rival. Il positionna son armée sur les hauteurs surplombant le château de Keizu, une place forte clé du clan Takeda. À l'insu de Kenshin, le château était faiblement défendu, ne comptant pas plus de 150 samouraïs et leurs serviteurs. Son arrivée soudaine les prit complètement par surprise, mais le commandant du château, Kosaka Masanobu, envoya rapidement des signaux d'alerte à Shingen, qui se trouvait loin, à 130 km de là. Après avoir reçu le message, Shingen partit immédiatement de Kofu avec 16 000 hommes. Alors qu'il traversait la province de Shinano, 4 000 guerriers supplémentaires rejoignirent ses rangs. Finalement, Shingen entra dans le château de Keizu, accompagné de son stratège de confiance, Yamamoto Kansuke, qui l'aida à élaborer un plan audacieux pour vaincre Kenshin. Selon cette stratégie, Masanobu quitterait secrètement le château avec 8000 hommes pendant la nuit et gravirait les hauteurs du mont Seijo, où l'armée de Kenshin était campée. À l'aube, ils attaqueraient, repoussant les forces Uesugi du sommet de la montagne vers la plaine en contrebas. Là, Shingen attendrait avec 8000 autres guerriers. Son armée serait disposée selon la célèbre formation Kakuyoku, ou Haile de Grou, une manœuvre conçue pour encercler et anéantir l'ennemi. Mais Kenshin n'était pas si facile à tromper. Que ce soit grâce à des espions ou aux yeux vigilants de ses éclaireurs sur la montagne, il devina les intentions de Shingen. Au lieu de rester sur la montagne, il fit discrètement descendre son armée par les pentes occidentales pendant la nuit. On enveloppa les sabots des chevaux de tissu afin que leur déplacement ne fasse aucun bruit dans l'obscurité. Lorsque l'aube se leva, les soldats de Shingen furent stupéfaits. Au lieu de dévaler la montagne dans la panique, comme le prévoyait le plan, l'armée de Kenshin était déjà en formation et chargée à travers la plaine. Les guerriers Uesugi attaquèrent en vagues incessantes, utilisant la formation Kuramagakari dans laquelle des unités fraîches remplaçaient continuellement celles qui étaient épuisées au combat. À la tête de l'avant-garde Uesugi chevauchaient deux des célèbres généraux de Kenshin, Kakizaki Kage et Hirobe Katsunaga. Kakizaki se jeta sur les forces dirigées par Takeda Nobushige, le frère cadet de Shingen. Dans les combats brutaux qui ont suivi, Nobushige lui-même a été tué. Bien que la formation en aile de grue de Shingen ait tenu plus longtemps que prévu, les commandants Takeda commencèrent à tomber les uns après les autres alors que la bataille faisait rage.
Réalisant que son plan soigneusement préparé avait échoué, Yamamoto Kansuke, l'architecte de la stratégie, se lança directement dans les rangs ennemis dans un dernier acte de courage, et c'est là qu'il fut tué au combat. Au plus fort de la terrible lutte, les guerriers d'Uesugi Kenshin se frayèrent un chemin à travers le chaos de la bataille et atteignirent le cœur même du commandement Takeda. Ce qui suivit devint l'un des moments les plus légendaires de l'histoire de la guerre des samouraïs. Au milieu de la poussière et du fracas des armées qui s'affrontaient, Kenshin lui-même surgit à cheval à travers les rangs et fonça directement vers son rival, Takeda Shingen. L'attaque survint avec une soudaineté stupéfiante. Shingen, pris au dépourvu dans le poste de commandement, n'avait aucune arme en main. Pourtant, le tigre de Kai ne recula pas. Avec des réflexes remarquables, il leva seulement son gumbai de fer, l'éventail de commandement utilisé pour donner des signaux, et avec celui-ci, il dévia les coups mortels qui s'abattèrent sur lui. Encore et encore, Kenshin frappa, déterminé à mettre fin à la vie de son plus grand rival avec sa propre lame. Les deux titans, seigneur contre seigneur, se battaient au milieu de leurs armées, comme si toute la bataille s'était réduite à ce seul instant de destinée. Enfin, l'un des fidèles vassaux de Shingen se précipita à travers la mêlée et planta sa lance dans le cheval de Kenshin, forçant le seigneur de guerre à s'éloigner du poste de commandement et à se retirer du combat immédiat. L'instant passa, mais la légende était née, un affrontement si dramatique qu'il résonnerait à travers les siècles de l'histoire japonaise. Malgré la férocité de l'assaut des Uesugi, le corps principal des Takeda tint bon. Les guerriers de Shingen endurèrent des vagues d'attaques incessantes, chaque nouvelle ligne de soldats Uesugi remplaçant la précédente dans un rythme mortel de guerre. Pendant ce temps, la force d'infiltration dirigée par Kosaka Masanobu atteignit enfin le sommet du mont Seijo. À leur grande surprise, le camp Uesugi était vide. En réalisant que Kenshin était déjà descendu dans la plaine, ils se précipitèrent en bas de la montagne vers le champ de bataille, suivant exactement l'itinéraire qu'ils pensèrent que l'ennemi en fuite emprunterait. Là, ils tombèrent sur une force de 3000 guerriers Uesugi qui gardaient de l'arrière-garde. Dans un combat désespéré, les hommes de Kosaka se frayèrent un chemin avec une détermination farouche, ouvrant une voie vers l'armée Takeda en difficulté en contrebas. Lorsque les combats prirent enfin fin, le champ de la 4e bataille de Kawanaka-jima était devenu le théâtre de pertes stupéfiantes. On dit que l'armée Uesugi a subi des pertes atteignant près de 62%, tandis que les forces Takeda ont enduré un tribut encore plus terrible de 72%. La bataille n'eut pas de vainqueur clair, mais à partir de ce jour, la rencontre entre Kenshin et Shingen resterait comme l'un des moments les plus glorieux et dramatiques de l'ère des samouraïs. Au cours des dernières années de l'ère Sengoku, la montée en puissance de Takeda Shingen l'a inévitablement conduit à s'opposer à deux des figures les plus redoutables de l'histoire japonaise, Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu. Parmi ses chefs, Takeda Shingen se distinguait comme l'un des commandants les plus brillants de son époque. On croyait largement que si un homme possédait la force et le génie nécessaires pour défier la puissance montante de Nobunaga, c'était le tigre de Kai. À mesure que ces sphères de pouvoir grandissaient, le conflit entre elles devenait presque inévitable. Au début, Shingen entretenait une relation prudente avec ses puissances montantes, mais l'équilibre des alliances qui définissait la période Sengoku était toujours fragile. À mesure que l'influence de Nobunaga s'étendait et que Tokugawa Ieyasu renforçait sa mainmise sur les provinces de l'Est, Shingen en vint à considérer leur alliance comme une menace directe pour ses propres ambitions. En réponse, il commença à préparer une grande campagne vers l'ouest. Lorsque Takeda Shingen avança vers l'ouest lors de sa grande campagne, il fut confronté à Tokugawa Ieyasu, qui s'était établi au château de Hamamatsu. Ieyasu commandait environ 8000 guerriers renforcés par 3000 soldats supplémentaires envoyés par son puissant allié Oda Nobunaga. Pourtant, Shingen ne cherchait pas à engager le combat avec Ieyasu au départ. Son véritable objectif allait bien au-delà. Il espérait conserver ses forces pour une future confrontation avec Nobunaga et, finalement, marcher vers Kyoto, la capitale impériale.
Si possible, il souhaitait traverser le territoire de Tokugawa sans être entraîné dans un combat coûteux. Ieyasu, cependant, refusa de permettre à une armée aussi puissante de traverser librement ses terres. Déterminé à bloquer l'avance de Shingen, il mena ses troupes et forma son armée sur la plaine de Mikatagahara. L'armée de Shingen surpassait largement en nombre les forces Tokugawa, dans une proportion de près de 3 contre 1. Il disposa ses guerriers en formation en écailles de poisson, une ligne de bataille flexible et stratifiée, conçue pour absorber et contrer les attaques ennemies. La bataille commença lorsque les arquebusiers Tokugawa, soutenus par des groupes de paysans lanceurs de pierres, ouvrirent le feu sur l'armée Takeda qui avançait. Les armes à feu, encore récentes sur les champs de bataille japonais, avaient déjà montré leur efficacité à freiner les charges de cavalerie. Ieyasu espérait que ces arquebusiers briseraient les formations de Shingen avant qu'ils ne puissent réduire la distance, mais cette attente se révéla rapidement fausse. L'un des généraux de confiance de Shingen, Naito Masatoyo, lança l'avant-garde de la cavalerie Takeda à une vitesse fulgurante. Ces cavaliers percutèrent directement l'aile droite des Tokugawa, submergeant les troupes commandées par Honda Tadakatsu. Saisissant cette faiblesse, la cavalerie Takeda accentua son avantage. Ils percèrent la ligne et foncèrent vers les renforts envoyés par Oda Nobunaga, les dispersant avant de se retourner contre l'arrière des Tokugawa. Le champ de bataille sombra rapidement dans le chaos alors que les cavaliers Takeda taillaient en pièces les rangs ennemis. Shingen retira alors son avant-garde épuisée et leur permit de se reposer. À leur place, il envoya une cavalerie fraîche provenant du corps principal de son armée, qu'il plaça sous le commandement de son fils, Takeda Katsuyori. Katsuyori mena une puissante attaque de cavalerie à 2 volées contre les lignes Tokugawa déjà ébranlées. Incapables de résister à l'assaut combiné, les forces Tokugawa malmenées commencèrent à se disloquer et à battre en retraite dans le désordre. Finalement, convaincu par ses vassaux que le chef du clan Tokugawa ne devait pas tomber au combat, Ieyasu quitta à contre-cœur le champ de bataille pour préserver sa vie. La bataille de Mikatagahara devint l'une des victoires les plus célèbres de la carrière de Takeda Shingen. Elle est souvent considérée comme l'une des plus belles démonstrations de tactique de cavalerie durant la période Sengoku. Pour Tokugawa Ieyasu, cependant, ce fut sa plus grande défaite, une bataille au cours de laquelle son armée fut anéantie et où lui-même échappa à la mort de justesse. Encouragé par sa grande victoire sur Tokugawa Ieyasu, Takeda Shingen décida de pousser son avantage encore plus loin. Son ambition n'était rien de moins que de traverser la province de Mikawa et d'ouvrir une voie vers Kyoto, la capitale impériale et le cœur symbolique du pouvoir au Japon. À la tête d'une armée monstrueuse de 30 000 hommes, un mélange imposant de cavalerie et d'infanterie, Shingen marcha vers l'ouest avec confiance. Cependant, sur son chemin se dressait la petite mais déterminée garnison du château de Noda, défendue par seulement environ 500 guerriers. Shingen n'avait guère de raison de craindre cet obstacle. Son armée surpassait largement en nombre les défenseurs et il savait que les forces Tokugawa étaient déjà dispersées sur plusieurs campagnes. C'est pourtant lors de ce siège que le destin est intervenu. Takeda Shingen est mort. La cause exacte de sa mort reste l'un des mystères persistants de l'histoire japonaise. Certains récits disent qu'il est mort des suites d'une vieille blessure de guerre. D'autres racontent qu'il a été touché par une balle tirée par un tireur d'élite depuis les murs du château, un exemple de l'impact croissant des armes à feu dans la guerre japonaise. D'autres pensent qu'il est mort d'une pneumonie ou d'une maladie soudaine provoquée par les rigueurs de la campagne. Quelle que soit la vérité, le résultat fut le même. En l'an 1573, l'un des plus grands commandants de l'époque Sengoku quitta ce monde. Avec la mort de Shingen, Oda Nobunaga put s'élever pour devenir le daimyo le plus puissant et incontesté de l'époque, devenant ainsi le premier grand unificateur du Japon. La réputation de Shingen était si grande que même son plus farouche rival, Uesugi Kenshin, aurait pleuré en apprenant la nouvelle. Kenshin aurait pleuré la perte du seul homme qu'il considérait comme un adversaire digne de ce nom, l'un des rivaux les plus forts et les plus respectés qu'il ait jamais affronté sur le champ de bataille. Ainsi s'acheva la vie de Takeda Shingen, le tigre de Kai,
dont le génie militaire et l'esprit indomptable avaient fait de lui l'un des plus grands guerriers de l'époque chaotique du Japon. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, pensez à aimer, vous abonner et partager. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de History Profiles.